Moi, j'ai dormi avec des clochards dans la rue. Je suis tombé de murs de 5 mètres à Figueras et j'ai terminé en rampant dans les égouts. L'alcoolisme, c'est tellement compliqué. Il y a des outils qui t'ont fait du bien, qui t'ont aidé, sûr, en dehors du rire, des réseaux sociaux. Le lithium, ça s'appelle. Laurent est un homme profondément gentil et optimiste dans l'âme, car il a su garder son âme d'enfant. T'as commencé à boire à 15 ans. Ouais, j'ai commencé à boire, j'ai dit merde, fais chier. Je suis tombé sur pile le produit qu'il me fallait pas. Bonjour à tous et bienvenue sur Néo pour notre podcast Sacré Français, le podcast de ceux qui font rayonner la France. Et aujourd'hui, on reçoit Chicandier, Laurent Regueras de son vrai nom. Salut Laurent, merci d'être avec nous. Bonjour Églantine. Chicandier, c'est le Johnny des bons vivants, la Miss France du gras, la Nabila du terroir, le Zidane de l'apéro. Depuis son explosion sur les réseaux sociaux il y a 7 ans avec la vidéo Bleu Métal où il déculpabilise les Français sur les déjeuners arrosés du vendredi midi. Nos grands-parents se sont beurrés la gueule les vendredis midi, nos parents se sont beurrés la gueule les vendredis après-midi. Jusqu'au plateau de cinéma pour le dernier Astérix, Chicandier est un touche-à-tout, humoriste, comédien, animateur de ses propres émissions, organisateur de banquets. Chez Néo, on l'a suivi depuis le début, puisqu'on s'est lancé à peu près simultanément. On t'a suivi dans les moments de fête, mais aussi dans les moments plus sombres. C'est chez nous que tu es venu annoncer en 2020 que tu étais allé trop loin et que tu devais arrêter l'alcool. Est-ce que je vais être encore plus con et rentrer dans le premier bar et m'en affiler 35 de suite parce que j'ai l'impression que c'est la bonne solution? Ou est-ce que je vais rentrer chez moi et en parler à ma femme, à mes amis, à ma famille? On va reparler de tout ça, mais d'abord pour commencer, c'est qui Chicandier? C'est qui Chicandier? C'est un merveilleux paravent. Voilà, c'est un merveilleux paravent entre Laurent et le reste. Et c'est hyper pratique. Il y avait un reportage que j'avais vu sur Alice Cooper, qui est un mec rock'n'roll qui mettait des serpents, qui était toujours dans l'excès, etc., très gothique, très noir. Et à un moment donné, quand il a dû tout arrêter, il est resté Alice Cooper. Donc c'est comme un costume qu'il met de punk rock et qu'il enlève et qu'il est très content d'enlever quand il retourne en loge. Et c'est ce que je fais avec Chicandier maintenant. Je suis très content de l'enlever. En quoi est-ce que Chicandier il est profondément français? Qu'est-ce qu'il dit de nous? Il dit de nous... c'est compliqué, je sais pas... Oula, ça va être compliqué avec mes psys après. Il dit non, on va dire que cette truculence dit un truc, c'est que les excès, qu'importe qu'ils soient, sont souvent inopérants et inefficients. Dans le sens où, quand on a un excès d'hygiénisation de la vie, qu'on explique aux gens ce qu'ils doivent manger, à quelle heure ils doivent dormir, qu'ils doivent rester chez eux, que l'alcool tue, que le gras tue, etc., il est normal que ressurgissent de ces entrailles des bons vivants qui disent vous nous faites chier, voilà, vous nous faites chier, vous nous emmerdez, on bouffe ce qu'on veut, on boit ce qu'on veut, on fait la fête quand on veut. C'est Pompidou qui disait faut arrêter de faire chier les Français, et il y a ça. Donc ce personnage, si c'est pas moi qui l'avais incarné, il y aurait plein d'autres gens, puis il y a plein d'autres gens aussi qui l'incarnent en disant le canon français, mes potes de gueuleton, etc. Et après dans les excès, c'est évidemment aucun excès n'est bon, parce que quand on fait l'excès de bouffe, l'excès de gras, l'excès d'alcool, l'excès de tout, l'excès de fête, après c'est plus la fête, ça devient un peu triste, voilà. Donc Chicandier, c'est aussi le punching ball sur qui on peut taper en disant non mais je picole mais pas autant que Chicandier quand même, voilà. Moi je suis la bonne conscience. Alors Laurent, très important dans ton identité, toi tu es stéphanois, tu viens de Saint-Étienne, d'ailleurs on s'est rencontrés là-bas. Tout à fait. J'étais venue pour ta raclette géante, j'en profite pour vous dire que j'ai été élue Miss Raclette, c'est une de mes plus grandes fiertés. Mrs. Raclette 2024. Bravo Églantine. J'ai ressenti en venant à Saint-Étienne qu'il y avait une vraie identité sur place, une vraie fierté d'être stéphanois, comme une grande famille. C'est quoi être un stéphanois ? Être un Stéphanois, c'est un peu la définition du peuple de Michel Onfray. C'est ce contre quoi la pression a lieu. C'est-à-dire qu'en fait, Saint-Étienne, c'est une ville qui a été pressurisée tout le temps. Il y a eu les mines, donc c'était hyper dur. C'est un peu comme des villes du Nord, où il y a beaucoup de pression sociale. On demande beaucoup plus aux ouvriers, beaucoup plus aux mineurs, beaucoup plus de travail, beaucoup plus de souffrance, donc beaucoup plus évidemment d'alcool, parce que tellement de souffrance, je veux dire, dans les mines, quand ils sortaient des mines, les mineurs, c'était les femmes qui prenaient les payes, parce que sinon ils dépensaient tout au bar. Et Saint-Étienne est resté là-dedans. Et maintenant, il y a la pression de Lyon, parce que Lyon, évidemment, attire à peu près tous les capitaux. Donc Saint-Étienne est un peu seul à résister quelque part contre le froid, une ville moche, parce que c'est quand même pas, on peut pas dire qu'elle est jolie, Saint-Étienne. Enfin, il y a 2-3 quartiers qui sont pas mal, mais grosso modo, la ville est pas. Il y a peu de touristes chinois à Saint-Étienne. C'est ça, Saint-Étienne. C'est un peu
une lutte. Et on lutte beaucoup dans la fête. Est-ce que quand tu étais petit, tu avais déjà un peu de chicandier en toi? Pas trop. Quand j'étais petit, pas trop. T'étais quel genre de gamin? Petit, j'étais assez contemplatif. On me mettait des jouets, une plage, et je restais tout seul avec mes petits jouets à la plage, à observer les gens et à regarder mes jouets. Voilà. Plutôt calme. Plutôt calme. Alors justement, là je te parlais de ton enfance, toi tu viens d'un milieu très bourgeois, plan-plan, plutôt classique. Alors bourgeois mais pas plan-plan. Dans quel sens? Nous c'est une famille un peu dysfonctionnelle, donc j'avais un père chirurgien, on va dire, qui aimait bien les femmes, une mère très théâtrale, ophtalmo, qui elle aimait bien la culture, recevoir des gens très mondaines, etc. Donc nous ça bougeait, ça brassait tout le temps à la maison, c'était pas plan-plan, c'était pas deux chaussons, le chien et la télé, quoi. T'as toujours eu ce côté grande gueule, un peu vulgaire et ripailleur. Ce personnage, d'où il vient? Non, mais je crois qu'en fait il est né d'une colère et puis surtout peut-être d'une timidité, dans le sens où quand on est face à, je sais pas, une face caméra ou etc., c'est beaucoup plus facile de prendre un paravent pour dire ce qu'on a à dire que de le dire avec ses mots à soi. D'ailleurs là je me sens beaucoup plus à nu que d'habitude. Quand j'ai dû commencer à faire des vidéos, parce que moi à la base j'écris beaucoup et j'étais pas du tout vidéo, et quand j'ai fait ce truc là j'ai trouvé ce perso, mais au départ c'était qu'un perso d'une fois, et je pensais pas que ça allait être plus que ça, quoi. Alors avant d'être chicandier, tu étais un notaire, on va dire, bien rangé. Tu étais marié à une femme plutôt pieuse. Oui. C'est quoi l'étincelle qui a mis le feu aux poudres? Je pense que c'est le syndrome de l'imposture. Quelle est sa place dans ce monde, dans cette société, etc. Et j'ai toujours essayé de la chercher. Et j'arrivais pas à la trouver, et à un moment donné j'ai dit vraiment un peu plus de rigueur, de radicalité, etc. va me faire du bien. Et en fait je me suis rendu compte que j'allais la rendre malheureuse, que moi j'allais être malheureux, que tout le monde allait être malheureux. C'est comme Hulk, quoi. Le costume a explosé, voilà, j'ai vu les trucs exploser, et après je ne savais pas où j'allais. Ce que je savais, c'est ce que je voulais pas faire. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 31 ans. Et chaque fois que je rentrais dans un nouveau boulot ou dans un nouveau format, en fait, chaque fois, je me tirais des balles dans le pied parce que ça ne m'intéressait pas. Et jusqu'à ce que je trouve enfin un truc où je dis, là, ça m'intéresse. Là, ok, là, j'ai envie de bosser. Là, j'ai envie de m'investir. Est-ce que tu te souviens d'un jour précis où tout a basculé, où tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit, j'ai plus envie de ma vie actuelle, j'ai envie d'être un autre? Moi, ça a été avec la vidéo Bleu Métal. Nous, c'est simple. Le lundi, on récupère du week-end, voilà. On bosse le mardi, éventuellement le mercredi. Un bout du jeudi, mais on commence à prendre l'après-cuite quand même le jeudi. Donc à partir de 17h quand même, faut tailler les stylos. Et après, on est bleu. On est métal. Quand j'ai fait cette vidéo, Bleu Métal, qui a eu 7 ans, parce que c'est le 6 décembre 2018, après le week-end, en fait, il y a eu tellement d'appels et tellement de sollicitations que derrière, je savais que ma vie n'allait plus jamais être la même. Mais ça t'a fait quoi? T'as ressenti de la joie? T'étais fière? Il y avait un truc qui s'était libéré en toi? C'est Caroline Vigneault qui le décrivait bien quand elle faisait justement des séminaires. Caroline Vigneaut, qui est une humoriste. Qui est une humoriste, qui était avocate et qui est devenue humoriste. Et elle disait, on a cette sensation effectivement de quand on plonge d'une sorte de fontaine, enfin, on plonge, on est tout seul dans le bassin. Il y a les autres qui nous regardent et nous on dit allez, venez, elle est bonne, et personne ne vient. En fait, on ne sait pas si elle est bonne, l'eau. C'est juste qu'on est tout seul en bas, quoi. Voilà comment je me suis senti, tout seul et avec aucune clé de codification ou de résolution de l'affaire. Chicandier, c'est un être double. Côté face, on a le bon vivant, solaire et sympathique. Côté pile, le personnage addict et autodestructeur. Comment tu expliques cette dualité? L'un anime l'autre. C'est normal. Quand on dit il y a le clown triste et le clown joyeux dans chaque personne, c'est que c'est vrai. C'est l'un anime l'autre. On a des phases où on est plus dépressif, moins aligné avec ce qui nous entoure. On a des emmerdes de partout. Donc voilà. Et ces emmerdes, quelque part, alimentent le clown qu'on est, parce qu'après, on essaye d'en faire du rire. Voilà, donc l'un ne va pas sans l'autre. Les gens qui disent je suis jamais malheureux, je suis jamais triste chez moi, je n'ai jamais de sentiment de dévasté, c'est pas possible, ou alors il faut être sociopathe. Donc on est tous pile et face, je pense. Cette part d'ombre, selon toi, est-ce que c'est une pure création, ou est-ce qu'elle dit quelque chose de toi?
Elle dit beaucoup, mais qu'on est tous des... Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une société de victimisation, tout le monde est victime de quelque chose, etc. Ce qui n'est pas faux, parce qu'au niveau de la santé mentale, on a tous eu des problèmes et des souffrances. Après, c'est savoir comment est-ce qu'on peut faire que cette souffrance ne soit pas si intense et si forte qu'on puisse la transformer un peu en joie de vivre. Tu veux dire qu'il y a des bonnes manières pour toi d'exprimer sa souffrance et de prendre une revanche là-dessus ? Aujourd'hui, je trouve qu'en tout cas, on a des outils qui deviennent de plus en plus performants pour la santé mentale. Il y a des outils qui t'ont fait du bien, qui t'ont aidé, sûr, en dehors du rire, des réseaux sociaux. Le lithium, ça s'appelle. C'est encore au lithium ou pas ? Oui, et sous ventoline aussi. Et oui, bien sûr. Ouais, moi, c'est le lithium qui m'a sauvé la vie. J'aimerais reparler de cette part d'ombre que tu as eue à une période de ta vie. Elle t'a dévoré parfois. Est-ce que, en un sens, on peut dire que Chicandier, avec ses excès, parfois, il a pris le dessus, l'ascendant sur Laurent ? Complètement. Parfois, moi, j'ai dormi avec des clochards dans la rue. Je suis tombé de murs de 5 mètres à Figueras et j'ai terminé en rampant dans les égouts. C'était quand, ça ? J'en ai plein. L'alcoolisme, c'est tellement compliqué. L'alcoolisme, moi, toute la journée, il y a des gens qui me disent « Ton avis, est-ce que je suis alcoolique ?» J'en sais rien. Je dis « Je suis pas médecin, je suis pas dictologue. » Se poser la question, déjà, c'est pas mal. Et puis, il y a des gens qui arrivent à boire bien, à faire la fête bien, et après, qui vont plus boire pendant 3 semaines, 1 mois, et qui ont un rapport sain avec l'alcool. Il y a aussi une part d'inégalité par rapport aux substances qu'on injecte. Il y a des gens, ils vont prendre de la cocaïne, ils vont être accros à la coke, ils vont adorer ça, et ils vont se plonger dans le néant. Les gens, ils vont prendre de la coke 2 fois, ils vont arrêter. Pareil pour le joint, pareil pour tout. C'est compliqué, l'addiction. Moi, j'en tiens... Je sais qu'on a tous un terrain addictif à quelque chose. Voilà. Et qu'il faut savoir après un peu doser. Et moi, l'alcool, je ne sais plus doser, donc j'ai décidé d'arrêter, parce que je ne peux plus doser médicalement, et pour ma santé mentale, j'arrivais plus, quoi. Justement, j'allais te demander comment est-ce que tu arrives aujourd'hui à gérer ce côté Dr Jekyll et Mr Hyde. Est-ce que tu as réussi à réconcilier les deux ? Oui, alors là, en phase 2, en cours 2. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu un rejet forcément de Chicandier. À la fois, je le regarde avec mes yeux d'enfant contemplatif, et à la fois, tantôt il me fait rire, tantôt il ne m'amuse pas du tout. Tantôt je le vois céder à des facilités, et bien sûr. Et tantôt je dis, putain, il est con quand même. Est-ce que le Chicandier grande gueule, fêtard qu'on voit sur les réseaux sociaux, il n'existe pas vraiment dans la vie ? Il n'a jamais existé. J'ai jamais été fêtard. Bizarrement. Chicandier peut faire le fêtard, etc. Moi, les boîtes de nuit m'ont toujours fait chier. Je rentrais plus tôt que les autres. Souvent, j'aimais bien rentrer seul. En revanche, ce que j'aime bien, c'est les gens. Donc, en fait, moi, j'aime bien parler. Et quand il y a la fête, il n'y a plus la parole. Au bout d'un moment, quand il y a les yeux d'Émilie tout le temps, quand on entend tout le temps là, voilà, on parle plus. Moi, j'aime bien quand on parle, quand on est autour d'une table, qu'on dit des conneries, etc. Ça, c'est vraiment ma partie préférée. C'est autour d'une table avec des gens et dire des bêtises. Alors moi, j'avoue que la première fois que je t'ai rencontré, donc c'était à Saint-Étienne pour la plus grande raclette du monde. Je le rappelle, j'ai été élue Miss Raclette. Miss Raclette. Voilà. Moi, j'avais vu ton profil sur les réseaux sociaux, j'avais entendu parler de toi. J'avais un peu peur. Je t'ai rencontré, je me suis dit, oh là là, je vais tomber sur un mec macho, sur le roi des beaufs, etc. Et en fait, pas du tout. Quand on s'est parlé la première fois, j'ai remarqué tout de suite ton extrême gentillesse. Je me suis dit, ça sent, il a un côté très sensible. Du coup, très éloigné finalement de Chicandier. Il te sert à quoi ce personnage ? C'est tout simplement, comparaison n'est pas raison, et je me compare pas du tout à Charlie Chaplin, mais c'est comme quand Charlie Chaplin a trouvé son personnage de Charlie Chaplin. Enfin, derrière, il y avait sa canne, son chapeau et sa moustache, et derrière, grâce à ça, en fait, tu fais passer beaucoup plus de choses. C'est-à-dire qu'après, même si tu vas trop loin, c'est ton perso. Ouais. Donc t'as toujours une excuse. Mais c'est bien sûr, c'est la bonne excuse. Et puis même dans le rire, dans l'approche du rire, et puis c'est quand même plus sympa, je trouve, même pour des journalistes, de se dire on a affaire à quelqu'un qui après est un peu plus construit et un peu plus fragile que ce personnage-là. Et j'étais même très étonné, moi, au tout début, quand j'ai été invité en tant que Chicandier, parce que j'arrivais avec Laurent, et que des journalistes soient pas très contentes de l'interview, de dire mais pourquoi vous êtes... Voilà. Je dis mais parce que moi, vous m'interviewez en tant que Laurent, pas Chicandier. Et elle faisait pas la différence. Voilà. Mais moi, je trouve ça plus intéressant d'avoir un peu plus de profondeur, quand même. Est-ce que tu as peur que les gens ne t'aiment plus sans Chicandier ? J'ai eu peur, et j'ai plus peur. J'ai plus peur parce que il y a des gens de toute façon qui seraient partis. Il y a rien de plus éphémère que le rire. Rien.
C'est-à-dire que le rire, on le voit bien, c'est les jeux du cirque. T'amuses jusqu'au moment où on te met un pouce en bas. Et donc, même des grands humoristes, à un moment donné, ils ne savent pas pourquoi, mais le 4e spectacle est celui de trop. Et donc, ils arrêtent la scène d'un coup parce qu'ils se rendent compte qu'ils remplissent plus les salles, etc. Et encore une fois, même des grands. C'est parce que le rire, voilà, en plus, maintenant avec Internet, il y a une vidéo tous les jours. Voilà. Moi, déjà, il y a 7 ans, c'était Bleu Métal. On faisait 100 000 vues, c'était énorme. Là, maintenant, tu fais une vidéo à 100 000 vues, c'est ma fille qui filme son chat, quoi. Je trouvais que c'était plus intéressant, puis plus en alignement avec ce que je faisais au début, d'écrire, etc. De petit à petit m'éloigner parfois un peu du personnage, s'éloigner du personnage Chicandier pour mieux le retrouver à certaines occasions. Chez Néo, on a une histoire un peu particulière avec toi, puisqu'on s'est lancé quasiment au même moment. On t'a reçu au tout début et on s'est suivi tout au long de nos aventures respectives. On t'a connu bon vivant, gros picoleur, on a fait les 400 coups ensemble et c'est vrai que tu avais une sacrée descente. Ouais. La première fois que tu es venu chez Néo, c'était le matin à 11h et on avait été un peu surpris, tu étais déjà à la 8-6 de Bon Matin. Pour que les gens se rendent compte, c'était quoi ton rythme et c'est quoi la frontière entre un bon vivant et, pardon de dire les termes, un alcoolique? Ah oui, non, c'est pas pardon, c'est alcoolique. C'est précis. La définition que j'en ai, c'est un alcoolique, c'est un bon vivant qui veut jamais avoir de gueule de bois. Voilà. Donc en fait, la fête s'arrête jamais. Mais en fait, la fête, ça fait longtemps que les manèges ont été rangés. La fête, elle est tout seule dans son slobard dans un PMU, hein, mais il y a personne autour. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, quand tu prends l'alcool comme l'exomil, c'est pas bon. Voilà. Quand tu prends l'alcool, déjà quand tu te sers, l'alcool ne doit servir qu'à une seule chose, c'est désinhiber un peu pour pouvoir. Il y a beaucoup de gens timides, il y a beaucoup de gens qui peuvent pas danser, etc. sans avoir bu. Donc tu prends 2-3 verres, c'est pour ça, c'est pour te rendre plus souligner les moments de liesse. Mais si à 9h du matin tu soulignes aucun moment de liesse, voilà. Oui. Prendre une 8-6 dans sa pauvre salle de bain d'hôtel et arriver bourré à un tournage, bon, je sais pas, c'est moins festif, quoi. Tu avais un petit rituel au 102. Tu peux nous dire ce que c'est? 102, c'est Gainsbourg qui a inventé ça à la Closerie des Lilas. Et c'est un double 51, pastis 51, donc 102. Et c'est tous les alcooliques sont au courant. Hein, quand tu t'es couché à 3h du matin, les alcooliques dorment peu. Parce que déjà tu es réveillé par besoin d'alcool et puis ton rythme cardiaque, ton rythme de vie fait que donc tu as des nuits très courtes et à 6h du matin tu n'as hâte que de boire un verre pour empêcher un peu les tremblements, pour te sentir un peu mieux, c'est ton super aspirine et donc tu vas chercher on le voit souvent d'ailleurs devant les supermarchés en ville, tu vas dans les G7, G6, je sais plus comment on dit, tu as comme ça 5-6 clochards qui attendent que le truc ouvre vite pour qu'ils prennent leur première dose. Est-ce que c'est festif? Après la vidéo Bleu Métal, tu as connu un succès fulgurant. Ça a été ensuite très rapidement un rythme fou, les tournées, la fête tous les soirs. Quel souvenir tu gardes de cette période? Non, mais surtout, moi, ce qui était dingue, c'est que j'avais l'impression de rentrer dans ma télé. Moi qui étais fan de, comme tout le monde en parle, etc. Et là, d'un coup, tu fais la bringue avec Bec BD, tu fais la bringue avec Olivier Marchal, tu fais la bringue... C'est comment de faire la bringue avec Bec BD et Marchal? C'est drôle. C'est vrai, t'as un souvenir? Avec Frédéric, c'était à Biarritz, on avait fait... et à Paris aussi, on est chez Castel, il mixait chez Castel. Frédéric Bec BD au platine, t'avais... Gros fêtard, hein, Bec BD aussi. Il aime bien. Il s'en cache pas. Mais il est un peu comme moi, Frédéric. Il est fêtard, mais lui, pour le coup, c'est un paravent, parce qu'en fait, c'est le seul fêtard qui se fait chier. Il se fait chier de se regarder faire la fête. Et toi, t'arrivais à garder le rythme pendant tout ce temps. Enfin, en fait, moi, je me pose la question, quand je vois un peu ton passif avec l'alcool, en fait, comment tu faisais pour tenir physiquement, mentalement? Au bout d'un moment, tu tiens plus. C'est-à-dire que l'alcool te tient. L'alcool, c'est un truc qui te met le boost et qui à la fois te fatigue. Donc après, plus tu crois que ça te met le boost et en fait, t'es fatigué, alcoolisé. Et tu crois que ça te rend joyeux et finalement, l'alcool, ça angoisse. Moi, c'était aussi pour la énormément. fatigue beaucoup. Là, ouais. Beaucoup la fatigue. Je me disais, tiens, bois un coup, un shot de vodka et tu vas être moins fatigué. Alors, t'es moins fatigué, oui, une demi-heure. Puis après, t'es encore plus fatigué. Donc après, tu rebois. Puis après, les gens voient que t'es sous. Après, tout est compliqué, quoi. Au niveau du rythme de journée, tu devais être totalement décalé avec ton entourage. entourage. Je faisais des siestes. C'est pour ça que j'oubliais des tournages, j'oubliais des rendez-vous. J'allais me coucher. En fait, la spirale commençait à être descendante. Ouais. Justement, au niveau spirale, j'imagine que ça ne s'arrêtait pas qu'à l'alcool. Si tu étais en soirée souvent, est-ce que tu as eu d'autres excès? Oui, bien sûr. J'ai pris de la cocaïne.
Et ouais, c'est à peu près tout. Parce que moi, le pétard, je déteste. Alors là, pour le coup, ça m'endort. Mais c'est ouais, coke et alcool, quoi. Ce qui est terrible, c'est que parfois t'es rattrapé en permanence par ton personnage, parce que quand on te reçoit, on a envie de picoler, on a envie d'ouvrir sa meilleure bouteille, sauf que nous, les gens qui font la fête avec toi, après on repart dans nos routines, on repart chez nous, et toi tu restes chicandier, t'enchaînes sur le prochain dîner où on attend de toi que tu sois la même caricature que la veille. Je parle bien de la période où Non, mais bien sûr, c'est pardon. C'est très bien dit. Et t'en parlais avec les personnes autour de toi, ou est-ce que les personnes parfois te tiraient par la main en te disant c'est bon, là la fête elle est finie en fait? Non, enfin, dans mon entourage proche, oui, il y a beaucoup de gens qui s'inquiétaient. Ma femme la première, et a raison. Mais après, non, les gens, quand tu es en performance, faut jamais oublier que tu donnes exactement ce que tu as envie de donner, les gens prennent exactement ce qu'ils ont envie de prendre. Donc les gens, c'est pas tes thérapeutes, c'est pas tes psys, c'est pas tes médecins. Si tu es là et qu'eux, ils ont payé pour avoir chicandier, ils veulent chicandier, point, voilà, ils s'en foutent, savoir si tu vas mal, mais c'est normal. C'est très ingrat. Je sais pas, si demain, toi, tu as un prestataire qui va faire la cuisine chez toi, s'il t'explique, il tousse, il fait oui, puis ma femme est partie hier, tu dis ouais, moi j'ai 25 personnes à gâter. Alors, quoi. Je rebondis tout de suite parce qu'à une certaine époque, tu te louais pour des séminaires d'entreprise. Les gens attendaient de toi que tu ailles toujours plus loin. Ouais, Ça a duré combien de temps Alors non, mais les séminaires, alors pour les entreprises, non, moi je fais beaucoup de séminaires, et beaucoup d'ailleurs parfois des spectacles, des bouts de spectacles, des trucs d'ambiance pour, par exemple, ils ont fait toute une plénière la journée, et moi j'arrive, ils disent on a notre nouveau directeur commercial, ça c'était drôle, et j'arrivais, c'est chicandier. Sous forme de sketch. Sous forme de sketch. Faut augmenter les notes de frais, les mecs, faut y aller, faut pas hésiter, les vendredis je veux plus jamais voir un badge, etc. Donc là après les mecs ça les excite, puis après ils vont prendre l'apéro. Et donc ça c'était sympa, et je le fais encore de temps en temps, mais ça c'était surtout, j'étais loué par des gens, ça je le fais plus. Loué par des gens pour faire le 13e convive. Et là, c'est fait nourrir à table. T'as toujours un mec qui va être plus drôle que toi, donc pour prouver que toi, t'es pas drôle. Et après, ils te font boire. Voilà. Toi, ça t'amusait ? Ah non, mais une fois, c'était en Suisse, c'était le pire. C'est que on s'était bourré la gueule, et on avait fait des Q7 de Romanée Conti. Et après, j'étais ivre-mort, on avait fini par une chenille, et je me suis retrouvé avec le fut aux chevilles. Je pouvais même pas dormir vraiment sur mon lit, donc j'étais à genoux. Comme ça, et j'avais 7 000 € en billets de 100 qui étaient comme ça disposés sur la table. Et comme j'avais le cul en arrière et le fut aux chevilles, j'ai dit, ça se trouve, je me suis fait enculer, quoi. Bah, pour 7 000 boules. Ouais. Est-ce qu'à cette période, il y a des personnes dans ton entourage proche, donc ta famille, ta femme, qui tirent la sonnette d'alarme ? Ouais, non, mais ma femme, elle a passé sa vie à tirer des sonnettes d'alarme. Mais c'était conflictuel ? Est-ce qu'elle te le disait avec... Ouais, c'était conflictuel, bien sûr. Elle voyait que tout partait dans tous les sens. T'avais déjà ta petite fille qui a 11 ans, je crois. Qui a 13 ans en janvier. D'accord. Et qui, Daphné, c'est elle qui m'a tout fait arrêter, là. C'est vraiment elle, c'est Daphné. Elle t'en a parlé ? Est-ce qu'elle voyait parfois que son papa buvait, avait des moments un peu de fête Bien sûr. Elle a tout vu, Daphné. Mais on a une relation qui est aujourd'hui fabuleuse. Mais parce que je bois pas, parce que je suis un bon papa, parce que j'ai mes failles. Elle m'appelle le farfelu. Mais tout ce que tu fais est farfelu, papa, tout. Et tu lui parlais, toi, comment tu t'adressais à ta fille pour qu'elle comprenne ? Non, mais les enfants, ça n'a pas à comprendre, et elle ne comprenait pas. Et c'est normal qu'elle ne comprenait pas. Ce qu'elle voit, c'est une maman qui est triste, un papa qui n'est pas à la hauteur, et un papa qui est alcoolisé. Il n'y a rien qui va, en fait. Donc elle, pour me faire comprendre, un week-end, elle s'était barrée chez des copines, elle n'a pas voulu revenir. Et ça m'a... C'est tout le déclic a été là. Voilà, j'ai dit, je reproduis pas un schéma d'abandon. Moi, je reproduis un schéma d'abandon, impossible. Donc, c'est cette espèce de petite naine d'1m52 qui va tout faire arrêter. Un jour, tu es venu chez nous, chez Néo, pour annoncer que tout ça, c'était terminé, que tu as arrêté l'alcool. Ça a été quoi le déclic ? En fait, j'ai arrêté une première fois, parce que j'avais une merde au foie, j'avais une précirrhose, F3, F4, on savait pas. Et ta fille, ta femme, tu viens de nous le dire. Ouais, mais j'avais repris après. Et j'ai repris 10 fois plus. Parce que ton cerveau, il arrive, il dit, tu m'as privé, donc maintenant je veux t'en redonner plus. Et donc là, mais là, au moins, ça allait très vite. Entre la reprise et la rechute, où j'ai terminé aux urgences psychiatriques à Avignon, entre ça et ça a pris 6 mois en fait. 6 mois de prise intensive d'alcool. Et avant que vraiment, pour le coup, tout soit débranché. Et là, ça fait 8 mois et demi que je suis totalement clean. Et je suis bien.
Dans l'interview qu'on avait fait avec toi, tu nous avais raconté un épisode où tu étais totalement ivre, seul dans un cinéma. Est-ce que ce genre de moment, ça a aussi participé à ta prise de conscience ? Oui, bien sûr. Tu as vécu un peu des moments dingues que seul l'alcool... J'ai écrit ça dans un bouquin parce que c'est pas justement, moi, c'est pour dire que c'est pas pessimiste, c'est optimiste. Oui. C'est pas, je fais pas ma pleureuse, c'est justement, je dis, on a aujourd'hui la chance d'être dans un pays où on peut accueillir la maladie mentale et on peut la soigner. Et voilà, donc en fait, on peut se réjouir de ça. On a tous droit à une deuxième chance, voire une troisième, voire une quatrième. Et ce type de choses, en fait, je pensais que c'était suffisant à dire on arrête. Mais en fait, ton cerveau, il est costaud pour ça. Mais lui, il te veut du mal, parfois, le cerveau. Même si tu lui mets toutes ces aventures immondes et pathétiques, et ben il continue à te dire non, il prend un petit Ricard, ça va aller mieux. Est-ce que quand tu buvais, t'arrivais à te dire, à accepter que t'étais malade ? Oui, mais de toute façon, je dis que je suis malade depuis que j'ai 15 ans. J'ai toujours dit que j'étais alcoolique. T'as commencé à boire à 15 ans. Ouais, j'ai commencé à boire, j'ai dit merde, fais chier. Je suis tombé sur pile le produit qu'il me fallait pas. En fait, dès le début, quand t'as commencé à t'alcooliser, tu sentais qu'il y avait un truc qui s'emparait de toi, que c'était déjà foutu dès le début ? Un clébard avec du crunch. Bien résumé. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme un survivant de l'alcool ? Oui, un survivant de plein de choses. Un survivant, on peut être issu d'une famille dysfonctionnelle et pour autant faire une famille qui fonctionne. On peut être issu de gens qui sont bipolaires. Enfin, à l'époque, on appelait ça psychoménico-dépressif et être soigné. On peut avoir des vices et même des vices mentaux, parce qu'après, l'alcool aussi, et puis, j'allais dire, ces vies-là, provoquent du vice. J'ai rencontré plein de gens, on va dire, du showbiz, et le truc que je constate souvent, c'est qu'il y a beaucoup de malheurs. C'est-à-dire que ce système-là ne les a pas rendus heureux. C'est pas parce qu'on te demande une photo dans la rue que ça te rend heureux. C'est pas parce que tu es en première page de Paris Match que tu es heureux. Le bonheur, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc la célébrité et même la richesse ne sont pas tellement des facteurs qui rendent heureux. Mais en fait, la véritable survie, c'est arriver avec tout ce que la vie propose et toutes les choses trappes dans lesquelles on peut aller, de pas les avoir tous pris et de marcher encore. Voilà, marcher encore, c'est génial. Moi, en tant que journaliste, ma spécialité, c'est les fêtes populaires, les terroirs. Petite confidence, en me rendant à de nombreuses fêtes, le carnaval de Dunkerque, la grande raclette, etc., moi, j'ai commencé à avoir parfois ce débordement, à avoir une consommation d'alcool qui devenait de plus en plus excessive. J'ai arrêté vraiment du jour au lendemain. Socialement, c'était un isolement. C'est-à-dire que moi, dès que je refusais un verre, parfois on m'en proposait à 9h du matin, tout de suite on me disait mais pourquoi ? Comme si c'était un problème, comme si j'avais à me justifier tout de suite. Et là, par exemple, en soirée avec mon entourage, mes amis, tout de suite, j'étais la pas marrante de la soirée. Je rentrais plus tôt, puisque j'étais moins joyeuse, on va dire. Comment est-ce qu'on arrive à faire avec ce problème qui est vraiment très français ? Là, on rentre dans la psychiatrie parce que j'ai déjà eu à essayer de me poser la question en me disant pourquoi. Et en fait, j'ai résolu la chose assez simplement en disant c'est un phénomène de projection assez basique. Si tu bois un coup, ça veut dire que tu es avec moi, donc tu vas pas me juger. C'est tout. Donc c'est de l'acceptation. Les gens, comme ils se posent toujours la question, est-ce que j'ai une surconsommation d'alcool, est-ce que je bois trop, etc. Et donc si toi tu arrives et que tu bois avec eux à 9h du matin une bière, et ben tu es dans la famille, donc toi aussi tu bois tôt comme moi, tu vois. Donc c'est bon en fait. C'est fédérateur. C'est fédérateur et surtout moi ça me déculpabilise. Ah bah j'ai vu la journaliste, elle arrêtait pas, elle s'en mettait à 9h du matin et tout. Voilà, c'est bon, elle est de la famille. Et après quand toi tu arrives, tu dis je bois pas mais buvez, effectivement toi c'est comme si tu étais en ordre moral d'un coup. Et moi j'ai ça parce que j'ai eu ça, j'ai commencé à refaire la bringue avec mes potes, etc., sans boire. Et après c'est en fait, moi ce que je fais tout de suite, c'est que à table on fait des vannes, et là on fait des ping-pong de vannes, etc. Et après au bout du deuxième verre, les gens oublient que tu bois plus. Ouais. Voilà. On caricature souvent en mettant d'un côté les bobos, de l'autre, les prolos. Tu t'es souvent mis du côté de cette France des oubliés, ceux qu'on méprise un peu, qu'on traite de ploucs, de beaufs, qui écoutent Patrick Sébastien et qui boivent du pastis. Est-ce que tu te reconnais dans ce rôle de porte-étendard ? Alors, porte-étendard, déjà, on est nombreux, mais une frange.
Oui, je trouve qu'il y a effectivement un jugement épais et pas très fut-fut sur les gens qui écoutent Patrick Sébastien et qui font des bringues et qui se mettent debout sur la table, etc. D'autant plus que toi, avec tes spectacles, tes tournées, tu as traversé la France. Bien sûr. Tu l'as senti, cette fracture sociale, culturelle ? Oui, parce que quand on passe et qu'on les voit, mais même Patrick Sébastien, avec qui on est resté très amis, le dit, c'est-à-dire qu'il y a aussi une frange où eux, ils disent nous, ce qu'on veut, c'est juste faire la fête, pas trop se poser de questions. Ça ne veut pas dire ne pas être intelligent, ça veut dire être simple. Et parfois, ce rapport simple aux choses, il est quand même hyper important. Molière, d'ailleurs, le faisait très très bien. Il passait de village en village pour donner de la culture. Et au départ, quand il s'adressait, on imagine les villageois qui voient arriver Molière et sa troupe de théâtre, grosso modo des fragiles, avec le mec qui est toute l'après-midi à bêcher, on imagine comment il pouvait accueillir le truc. Et ben lui, il aimait parce qu'il allait directement et simplement voir les gens. Peut-être que d'ailleurs, il s'adressait... Le langage était peut-être un peu différent, peut-être que l'approche en tout cas était différente. Et puis qu'au bout d'un moment, quand les gens sont là, voilà, c'est un rapport simple. Et c'est ça qu'on a tendance à oublier un peu, ce rapport simple aux choses. Dans tes événements, on le ressent vachement, puisqu'il y a toutes les classes sociales, tous les milieux, toutes les conditions. On a des avocats, on a des ouvriers. C'est quoi ta recette pour réconcilier ces Français ? Moi, j'ai une petite idée de ce que j'ai observé quand je suis venue te voir à Saint-Étienne. De la musique ultra populaire, ouais. De la bonne bouffe. Ouais. On parle pas de politique. Non. C'est ça la recette pour réunir les Français ? Oui. Qui est leur profonde essence, en fait. C'est le dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est... Déjà, si tu t'installes, qu'est-ce qu'on fait tous à Noël ? On s'installe autour d'une bonne table. Le dénominateur commun, c'est la bouffe. Donc voilà, c'était la bouffe, après évidemment du bon vin, et puis après, si tu mets un peu de musique, voilà, c'est les secrets d'une fête partout dans le monde. Hein. Aujourd'hui, il y a une petite musique qui s'est installée, la petite musique de « On ne peut plus rien dire ». Sardou disait notamment « Je hais ce siècle ». Ouais, sur RTL. Je le hais. Sur RTL. Ça venait de là, ce siècle. Avec des lunettes Aviator. Tu te reconnais, toi, dans cette époque ? Ou est-ce que parfois tu te dis oui. Je trouve pas ma place ? Je me reconnais complètement dans cette époque. Pourquoi ? Parce que moi, par rapport à ma bipolarité, à mes excès, une sorte de... J'ai quand même flirté avec la folie, voire j'y suis rentré tout court. C'est une époque tolérante, aujourd'hui. Beaucoup plus tolérante pour des gens comme moi. Tu peux faire des 3e, 5e, 8e changements de vie. Est-ce que tu ne trouves pas justement que cette extrême tolérance, donc qui met sur un piédestal les sensibilités de chacun, est-ce que ça n'a pas tendance à nous enfermer dans une censure ? Aujourd'hui... Parce qu'on a toujours peur en fait, de heurter maintenant... Bien sûr, non, mais tu as raison. En fait, aujourd'hui, c'est le mouvement de pendule. C'est-à-dire que là, le pendule va beaucoup trop loin dans un sens. Effectivement, il y a même carrément, on arrive à des phases d'agacement quand par exemple, je ne sais pas, Christine and the Queen, etc., dit le lendemain c'est un autre nom, puis le surlendemain c'est un autre nom, puis finalement et nous on doit être... on doit la suivre. On doit la suivre et puis être au courant de... Et on y comprend parfois et on y comprend plus rien. grand-chose, ouais. Et on voit même qu'elle m'aime ou qu'il m'aime ou qui elle-même se perd. Mais d'un autre côté, avant, moi, il y a 30 ans, tu ne pouvais pas être notaire et après dire je vais vendre des pompes au Brésil. Aujourd'hui, tu peux. Aujourd'hui, il y a... Tu as le choix de cette liberté. Tu as le choix de cette liberté. Tout le monde a le choix de cette liberté. Et c'est plutôt pas mal, ça. Il y a des choses bien. Moi, j'ai hâte de voir... jusqu'où on va aller avec l'intelligence artificielle. Je suis content de vivre ça. Donc maintenant, je suis très content de vivre maintenant. Voilà. Tu t'affiches comme un adversaire de ce que certains appellent le wokisme. Souvent dans tes posts, sur tes publications Instagram, tu donnes un petit peu ton coup de gueule hebdomadaire. Est-ce que tu penses que le wokisme, c'est un vrai sujet ? Oui. Un sujet en tout cas que des humoristes comme toi, sur lesquels ils doivent se pencher ? Oui, parce que le wokisme est insidieux. C'est ça. Il y a des choses... Wokisme, ça veut dire s'éveiller, grosso modo. Et s'éveiller, les causes sont... prendre conscience de certains combats. Prendre conscience de certains combats. Donc être anti-wokiste comme ça primaire, c'est con. Oui. Donc il y a des combats pour le droit des femmes, la parole des femmes, les enfants, les disparités entre les races, les religions, etc. Donc il y a plein de choses. Mais le wokisme ne peut pas s'accaparer toutes les choses en disant que c'est le wokisme. C'est-à-dire que le wokisme aussi a des dérives énormes et très sectaires et qui s'apparentent un peu à un communisme aveugle.
quand on commence à déboulonner des statues, quand on commence à mettre des coups de peinture et de pinceau dans des musées, estimant que tel ou tel artiste n'a pas le droit d'être là, quand on recontextualise jamais et qu'on fait tout à l'aune de nos yeux d'aujourd'hui, c'est plus du wokisme, c'est de la bêtise. Et de la bêtise dangereuse. Voilà. Les seuls qui ont brûlé la dernière fois des bouquins, c'était les nazis. Donc on ne peut pas dire que ce soit vraiment une philosophie éclairée que de brûler des bouquins ou de brûler des toiles. Voilà. Est-ce que toi, ça t'arrive de te censurer ? Tu t'écris un truc sur Instagram ou tu es en train de rédiger un texte pour des spectacles et tu dis non, mais ça, je peux pas. Oui, ça m'est arrivé de me censurer parce que c'était pas bon. La colère... Sur les thématiques peut-être en particulier ? Ouais, non, mais la colère est jamais bonne conseillère, déjà. Donc s'il y a un truc qui t'a énervé, t'écris dessus, c'est pas bon. Ouais, faut attendre un peu, faut du recul. Voilà. Donc, quand tous les trucs que j'avais fait en opposition, en agacement, étaient à chier. Donc, non, ce qu'il faut, c'est... Oui, bien sûr qu'on se censure. Bien sûr qu'on se censure. Il y a des trucs où on a raison, des trucs où on a tort, certainement. Le personnage de Chicandier, c'est aussi cette voix un peu radicale, excessive et sans surmoi qu'on a tous en nous, la petite voix dans la tête qui nous dit « Allez, essaye, fais ça, etc. » Comment tu expliques le succès du personnage Chicandier ? Est-ce que c'est un plaisir coupable de te voir dire et faire ce que beaucoup de gens s'interdisent ? Certainement. Oui, certainement. T'as des gens à des spectacles, des soirées, qui disent « Fais ça pour voir, monte sur la table, etc. » On t'a déjà poussé à encore plus dans tes excès ? Non, on n'a pas besoin. Tu vas tout seul. Ouais, dès que j'ai commencé à picoler et que j'ai vu que c'était un carburant magnifique pour dire des conneries, non, les gens ils avaient plutôt tendance à dire redescends de la table. À tirer comme On ça. l'a vu ton cul. Est-ce que tu penses qu'il fait du bien aux gens ? C'est-à-dire on va... J'espère bien, dans les retours que j'ai, oui. Oui. Des gens toujours, ils t'aiment pas, ils t'aimeront jamais. Il y a des gens qui aiment pas ton perso, on etc. peut pas plaire à tout le monde. Mais, et heureusement, mais il y a oui, j'ai beaucoup de retours en me disant merci. Voilà. Des gens à l'hôpital, par exemple, qui m'ont parfois fait des déclarations enflammées en me disant que c'était cool parce que sur leur lit d'hôpital... Ils peuvent pas le faire. Oui, puis ils avaient besoin de ricaner, mais ça vaut pour tous les humoristes. Quand tu fais rire des gens et quand tu arrives à leur apporter quelque chose, eh ben c'est pas mal quand même. Voilà. Est-ce que Chicandier pourrait faire de la politique un jour ? Je pense jamais. Jamais, parce qu'on me l'a proposé. Et je pense jamais pour une simple bonne raison, c'est que c'est un métier que en fait, avec les politiques... Qui te l'a proposé ? On m'a proposé, par exemple, de rentrer dans des conseils municipaux. D'accord. En fait, je pense que les politiques... Tu ne peux pas être un homme ou une femme politique sans être terriblement putassier. C'est-à-dire que tu utilises les gens. Tu peux pas faire autrement. Ta fonction nécessite d'utiliser les gens. Et je te raconte même pas maintenant avec les réseaux sociaux. Ouais. Tu dois tout cadenasser, etc. Tu as des directeurs de communication, des trucs. Donc, tu cadenasses tout. Donc tu deviens quand même, tu prends les gens, tu les utilises, une fois que tu les as bien essorés, tu les jettes. C'est pas vraiment la conception que j'ai de l'humanité, donc je leur laisse ce métier-là. Voilà, moi quand je vois les tergiversations entre la droite, la gauche, les coups de pute qui se font entre eux, puis finalement les alliances, enfin faut vraiment avoir une conscience de soi qui est quand même bien basse. Imagine Laurent, demain matin, tu te réveilles, tout le monde a voté pour toi et t'es président de la République. Ce serait quoi tes 3 premières mesures ? J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Après, tu peux avoir une mesure à la con ou une mesure intelligente. Une mesure à la con... Donne-nous une mesure à la con et une mesure intelligente. Je mettrais une autoroute où on a le droit de faire du 350. Ok. Voilà. Mais que du 350. C'est pas en dessous. Donc ça, c'est la mesure à la con. Voilà. Ok, on va passer sur la mesure intelligente. La mesure intelligente, ça serait au niveau des impôts. Voilà. Ça serait réduire sensiblement quand même toutes les dépenses publiques. Ouais. Et arrêter cette gabegie on voit bien que c'est un millefeuille qui ne cesse de crever et arrêter de tout faire peser sur le dos des Français. Voilà, ça serait la première mesure intelligente pour éviter que des gens le 5 du mois ils puissent plus faire leur carte bleue quand ils vont faire leurs courses, quoi. Je suis très gilet jaune, moi, finalement. Ouais. Ce serait qui ton Premier ministre ? Matou. Matou Khan. Ouais. Bah, je prendrais Matou. Si tu peux nous redire c'est qui Matou ? Au moins, ce serait le pire Premier ministre du monde. Matou, il est autiste, il parle pas, il s'intéresse pas aux gens. C'est mon frère de cœur dans le sens où on s'est choisi professionnellement et amicalement et on s'est plus jamais lâché. Et c'est un petit connard qui a beaucoup de génie, qui écrit divinement bien, qui joue divinement bien. Et il n'a pas le retour de carrière qu'il devrait avoir. Voilà. Mais on y veille, ça va venir. Ta première bouffe à l'Élysée, tu invites qui ? Alors j'invite mes copains. J'invite Patrick Sébastien.
Ouais, il est déjà allé, lui, plusieurs fois. Gros fêtard. Ouais. J'invite Joël Dupuche. Ok. Ouais. Bah, comme ça, on a des huîtres. J'invite Laurent Deutsch. Comme ça, il nous explique un peu les dessous. Paris, les souterrains. Ah bah lui, c'est même pire que ça. C'est centimètre carré par centimètre carré. Laurent, il a une anecdote par centimètre carré. Donc, voilà. Après, tu le laisses parler dans un coin. Tu l'écoutes plus. Comme un ménestrel, tu vois. Et des femmes, ça manque un peu de femmes, là, ce dîner à l'Élysée. Bah, je mets la Rami. Je mets ma femme. Nikita Bellucci, j'ai vu que tu étais amie avec J'adore. elle. Ouais, Nikita. Elle a l'air très sympa. Ouais, elle est complexe. Justement, elle est très intéressante, très intelligente, très complexe, et forcément avec des fêlures. Et c'est une femme que j'aime beaucoup. Ouais. Clara Morgan aussi. Bien sûr, une touche de fraîcheur. Une brune, une blonde. Ouais, On va faire un petit jeu maintenant. On va faire un tu préfères. Tu connais le jeu ? bien sûr. Je te fais 2 propositions et tu choisis celle que tu veux. Alors, tu préfères ne jamais avoir connu l'alcool et t'épargner les problèmes qui vont avec, ou tout refaire pareil ? Eh ben, je vais mettre tout refaire pareil, parce que j'ai pas le choix. Non, mais si. Non, il y a des trucs, très sincèrement, il y a des trucs que j'enlèverais de mon CV quand même. Mais, ne serait-ce que pour ma femme et ma fille. Mais de toute façon, je pense que mon karma, comme disent les bouddhistes, était quand même que je me jette dans l'alcool pour pouvoir mieux sortir quelque chose de plus construit derrière. Le sud où tu vis maintenant, ou Saint-Étienne où tu as tes racines ? Saint-Étienne, le problème, c'est que c'est un trou noir. Une fois que tu es à Saint-Étienne, il ne peut plus rien se passer d'autre qu'à Saint-Étienne. C'est une ville du Middle West. Ouais. Donc souvent, ma femme me dit « Ah, Saint-Étienne ». Non, je pense pas. Trop d'histoires, trop de fantômes. Pinard ou pastis ? Moi, définitivement, plus, mais ça aurait été pastis. Parce que le vin, je ne pouvais plus. Au moins, le pastis, ça monte vite au capuchon. Brel ou Brassens ? Alors, c'est marrant, ça. Très bonne question. Avec le temps, je deviens plus Brassens auprès de mon arbre. Mais j'étais très Brel. Bien bipolaire. Je vis les choses à fond, dans le haut comme dans le bas, etc. Torturé. Et maintenant, Brassens, j'aime bien ce petit côté avec mes copains. Un petit fut en velours, moustache, serein, guitare. tranquille. Serein. Tu préfères Olivier Marchal ou François-Xavier de Maison ? Oh, la question... Non, là, je peux pas dire. J'aime les deux. Les deux ont ce défaut-là. Et c'est que malgré ce que peut dire Olivier, etc., ils sont très, très... C'est des gens du showbiz, voilà. Il faut qu'ils se déshowbizent un peu, parfois. Tu leur dis ? Je leur dis là. On leur passera le message. En fait, je trouve que ce métier, ce qui est compliqué, c'est que parfois, on a tellement de contrats avec TF1, avec M6, avec Nana, avec Netflix, avec tout ce que tu veux, qu'il faut quand même faire très attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et ça enlève parfois un peu de spontanéité à son perso de départ. Dans le club des 27, dans lequel tu voulais figurer, plutôt Jim Morrison ou Jimi Hendrix ? Jim Morrison, définitivement. C'était mon idole quand j'étais gamin. Tu préfères Jean-Paul Belmondo ou Lino Ventura ? Belmondo. Ventura, il y a un côté un peu trop radical. C'est à la Ventura ou rien. Belmondo, je pense qu'il était plus open. Et il regardait plus quand même les gens et il les acceptait tels qu'ils étaient. Si moi j'avais été chez Ventura, que j'avais commencé à faire du chicandé et du machin, je pense que j'aurais pas été invité. Ça n'aurait pas marché. Alors, tu es un fan de cinéma. Est-ce que tu préfères les Tontons Flingueurs ou les Valseuses ? Les Valseuses. Les Tontons Flingueurs, il y a une scène, deux, tout le reste, il n'y a pas de film. Les Valseuses, ce que j'adore, c'est que c'est un road movie entre potes. Les Valseuses, je me vois avec Matou, en fait. C'est des trucs qu'on aurait très bien pu faire. Tu préfères ne plus jamais monter sur les planches ou ne plus jamais faire de cinéma ? Plus jamais faire de cinéma. Pourquoi ? Il y a une différence, tu te sens plus à l'aise au théâtre ? Il y a un rapport aux gens. Plus direct, t'es proche d'eux. C'est les gens qui m'intéressent, donc le cinéma bien sûr, mais le cinéma, voilà, c'est monté, etc. C'est un peu de l'entre-soi, le cinéma. Alors maintenant, on va faire un petit questionnaire terroir. C'est l'heure de l'Interroir View. C'est le premier qu'on fait. Ok. Selon toi, c'est quoi la ville la plus sous-cotée de France ? Dunkerque. Pour le carnaval ? Pour le carnaval, les pour gens, la ville, ouais. Pour la ville monte, pour les gens. Notamment à Dunkerque, ils n'ont pas de comédie club, etc. Donc il y a pas mal de trucs à faire artistiquement à Dunkerque. Il y a une volonté des gens qui ont un peu de sous, et la ville qui a fait énormément pour Dunkerque. Et d'ailleurs, les plages, les abords de plage et tout, c'est comme ça on dit Dunkerque, c'est l'enfer, mais en fait pas du tout. Oui, et les bus sont gratuits. Et les bus sont gratuits. Ouais. J'ai vu ça aussi l'autre jour. Selon toi, la ville la plus surcotée ? Parfois Paris un peu. Hein. Mais ça, je crois que c'est... Ouais. Enfin, on est tous d'accord là-dessus. Mais Paris, pour certains aspects. Ouais, pour certains aspects. Quand tu pioches, tu as des trucs super. Mais quand tu regardes comme ça... Au quotidien. En fait, les gens... c'est compliqué pour des gens qui viennent de province d'arriver à Paris et d'avoir le Paris qu'ils imaginent. Il faut vraiment connaître les adresses, les trucs, les petits coins. Faut chiner, quoi. Il n'y a plus le Paris-Strass, comme quand moi j'étais gamin où il y avait l'effet waouh. Le meilleur public de France ? C'est le public du Nord.
Lille, souvent. D'ailleurs, tous les captas des humoristes sont souvent faits à Lille. Et ça s'explique très bien parce qu'en fait, quand tu vas dans le sud de la France, les gens ont l'habitude d'être à l'extérieur. Donc en fait, eux, dès qu'ils ont la possibilité de se mettre à l'apéritif, avec des olives, avec le pastis et la mer, et alors que dans le nord, eux, ils ont l'habitude d'être dedans tout le temps. Bah, il fait froid. Et donc c'est un public qui est beaucoup plus compact. Ton plat préféré? Allez, je dirais, si. Volaille de Bresse à la crème et au morille, vin jaune, avec un gratin dauphinois. L'endroit et le contexte idéal pour un dîner en amoureux? Déjà, faut bien avoir l'amoureuse. Non, mais c'est vrai. Moi, avec ma femme, on se marre. Donc, on peut bouffer dans une pizzeria dell'Arte. Si on a envie de se marier, on se marrera. On a eu d'ailleurs beaucoup de fou rire et d'immense bonheur d'aller dans des tables où parfois même la régalade, c'est le fait que ça devienne un peu à chier. Une grande table, moi, j'irais chez César Trois-Gros à Rouen. Plus jamais de fromage ou plus jamais de viande? Plus jamais. Oh putain. Non, c'est impossible. Faut vraiment. Ouais. Sinon, il se passe quoi? On tue quelqu'un? C'est le pire dilemme d'un Français. Hein. Allez, je dirais plus jamais de fromage parce que la viande, je pourrais pas. Donne-moi 3 expressions pour parler d'une cuite. Ou 5, 3 ou 5 ou 10. Donc, se mettre une tôle ondulée. Ok. Se mettre la tête à l'envers. Se mettre bleu métal. S'arracher les pistaches. Ok. Il y a bleu de Bresse aussi que j'aime bien. Bleu de Brest? Ouais, bleu de Bresse, comme le bleu de Bresse. Ok. Bleu de Bresse. Ta recette fétiche quand tu es seul chez toi? Un petit plat que tu sais faire Alors, je prends des pâtes, coquillettes. C'est des pâtes les meilleures pâtes, c'est les coquillettes. Quand t'es malade, tu Ouais. vois. Mais aux œufs, hein. Et donc là, tu te fais tout le truc de coquillettes. Genre, il y a 300 grammes, hein. Et là, je mets 1 kilo de gruyère dedans. Ouais, bah pareil, avec du beurre demi-sel. Avec du beurre demi-sel. Ok, bah Voilà. on a le même plat de quand on est malade. Et après, tu te dégoûtes même, parce que tu dis j'ai mis trop de fromage, ça commence à faire une sorte de pâte en plein À la fin, soc. t'es pas très bien. T'es pas bien. Et tu le termines quand même en pleurant, en disant je peux le regretter, ça. La plus belle manière de dire à quelqu'un qu'on l'aime? Alors, moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est la plus belle façon de dire qu'on aime, c'est de ne jamais avoir à s'excuser. Donc toi, t'as eu des moments où t'as dû t'excuser? Tout le temps. Ah, tu te lèves, moi je n'étais qu'une excuse. Quand t'es qu'une excuse, de toute façon, tu n'es plus excusable. Voilà. Si t'as fauté une fois et que tu t'excuses, on te dit non, mais ça arrive. Quand tu fautes tout le temps, ton excuse, toi, le lendemain à 7h du matin, je m'excuse. Déjà, je m'excuse, ça n'est pas français. Mais non, je crois que c'est ça, la plus belle preuve d'amour que je fais vis-à-vis de Pauline, c'est de plus jamais avoir à m'excuser. Un autre aspect de ta personnalité que les gens ont peu vu au début, c'est ta grande sensibilité. T'es un vrai romantique. Tu fais de régulières déclarations d'amour à Pauline, justement, sur les réseaux sociaux. Est-ce que t'as quelque chose à nous dire sur Pauline? En fait, c'est ce que les gens savent pas, c'est que c'est la pierre angulaire de tout l'édifice, si on peut parler d'édifice, que j'en est en train de faire. C'est elle qui gère la boîte, c'est elle qui gère tous les contrats, c'est elle qui gère la comptabilité, l'interface avec tout le monde, qui crée les événements, etc. Donc Pauline est vraiment, sans elle, pour le coup, je suis sous un pont. Figure-toi que Pauline, elle a aussi quelque chose à te dire. Ah C'est la petite surprise heureusement de que j'ai notre pas dit que podcast. c'était qu'une connasse. Bah oui, on enquête chez Néo. C'est vrai qu'après derrière, ça ouais, va elle va être, bien regarder le podcast, donc tant mieux. Alors, je la retrouve tout de suite. Pauline, hop. Laurent est un homme profondément gentil et optimiste dans l'âme, car il a su garder son âme d'enfant. Il aime rire avant tout, il se jette avec passion dans tous ses projets. C'est un éternel inconscient, mais c'est une qualité qui permet à beaucoup de réussir, là où d'autres, dont moi, restent paralysés par la peur et l'anticipation de tout ce qui pourrait aller de travers. C'est un homme beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est quelqu'un de très tolérant qui accepte les autres comme ils sont. Et plus ils sont même hors cadre, plus il aime ces personnes qui sont souvent rejetées par la masse. Il paraît être à 1000 à l'heure tout le temps, mais en réalité, c'est un contemplatif. Quand il est à la maison, c'est quelqu'un de très calme et il se ressource beaucoup dans la solitude. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est sa liberté. J'ai Alors, l'impression qu'elle me connaît, la gazière. Tout est vrai. Ouais, c'est vrai. La liberté, c'est un truc de dingue. Mais bon, moi, je suis ce que j'appelle un punk à chat. Hein. ouais. Tu vois? C'est-à-dire, je vais faire des tours dans le lotis. Je suis à 300 mètres, elle me géolocalise, quoi. Ah, ça va, il est près du stade. Est-ce que tu dirais que ta femme, c'est celle qui te connaît le mieux, celle qui connaît le vrai Laurent? Ouais, ma femme et puis 2-3 bons amis, ouais.
Mais ma femme, elle me connaît par cœur. J'ai demandé à Pauline, ta femme, de te poser une question qu'elle t'avait jamais posée. J'étais un peu étonnée, je te fais écouter. Et une question que j'aimerais lui poser, mais je ne sais pas s'il aura la réponse, c'est comment vois-tu le monde de demain et la place que tu pourrais y avoir? Original comme question, je m'attendais pas du tout à ça. Elle veut que je me lance en politique ou quoi? Elle se voit première dame, Elle veut se la, voir à l'Élysée, bah la oui. dame. Non. Je pense qu'avec le temps, je n'ai pas encore j'ai pas encore le mécanisme parce que j'ai pas réfléchi à ça. Mais je pense que je vais m'investir de plus en plus justement pour être un canal, un des canaux. Parce qu'il y en a plein, mais un des canaux qui te met, tu sais, juste le mec qui te prend la main pour aller chez le médecin. Pas chez le médecin, mais juste la marche d'avant. Celui qui dit peut-être que. Et ça oui, parce que je sais qu'il y a beaucoup de souffrance de gens, beaucoup de gens qui n'osent pas en parler. Et après, être juste un canal de ça. Voilà, ça oui, je pense que il est possible que je sois plus présent pour dans ce domaine-là. Parce que c'est un domaine, la santé mentale, qui m'intéresse évidemment. Et puis le fait de dire, t'as dit aux gens de picoler, etc. Je le dis encore, hein, c'est très bien. Et, dire, en fait, il y a un côté un peu doigt d'honneur qu'on fait à ses parents. Je vous emmerde, la société, c'est ses parents d'ailleurs. Être juste celui qui accompagne, dans tu sais, on peut faire différemment. On peut être punk sans forcément boire des pastis, 12 pastis le matin avant 9h, quoi. J'aimerais juste revenir sur Pauline. Pauline et toi, c'est une très belle histoire. C'était ton amour de jeunesse. Ouais. On est sortis ensemble à la fac. Et quand on était en maîtrise, tous les deux en maîtrise de droit. Après, la vie a fait que on était un couple un peu Nos chemins se sont séparés. Voilà. Et on s'est revus 8 ans plus tard, en boîte de nuit, et j'ai dit c'est elle. Et t'as une petite fille, Daphné. Tu dis qu'elle a beaucoup pesé dans tes changements de vie. Est-ce que la paternité, ça a été un vrai basculement ? La paternité, non. Moi, quand on a eu Daphné, etc., moi, ça n'a rien changé. Évidemment que t'es content d'être père, enfin, même plus que content. C'était un jour exceptionnel. Et maintenant, Daphné, je peux pas dire c'est ma meilleure amie, mais c'est pas loin, quoi. L'autre jour, elle me dit un truc magnifique. Elle m'a dit, tu sais, papa, je pense que tu auras toujours 12 ans dans ta tête. Et elle dit, est-ce que tu te rends compte que je suis en train de te dépasser ? Donc maintenant, l'enfant de la famille, c'est moi. Comment tu te vois vieillir ? Mal. Est-ce que ça te fait peur de vieillir ? De prendre de l'âge ? De voir ton corps Non, ça me fait pas peur. Mourir, ça me faisait un peu peur parce que, pas pour moi, si on meurt, c'est pour les autres que c'est triste. Enfin, pour les autres, pour ma femme, ma fille en tout cas. Ouais, non, la maladie me fait peur. Parce que là, comme disait Pauline, je suis quand même, comme tout le monde, épris de liberté. Mais vraiment, c'est-à-dire que moi, quand je me suis retrouvé dans des trucs d'enfermement, je peux devenir vraiment cinglé. Ouais. Donc, être enfermé avec des tuyaux dans le fion H24, je pense que ça serait compliqué. Je pense que je ferais partie de ces patients qui veulent se barrer tout. Toi, c'est Prison Break que j'aurais tatoué sur mon cul, quoi. Enfin, au crayon bille. Y a quoi après la mort, selon toi ? Rien. Et tant mieux. Déjà, ça débarrasse d'une idée, c'est que tous les cons que t'es content d'échapper, tu vas plus les revoir. Voilà. Ouais, mais les gens que t'aimes, avec qui tu t'as rigolé, avec qui t'as fait la fête. Moi, en tout cas, je suis agnostique. Parce que la non-croyance est une croyance, on est d'accord. Donc, je suis agnostique, c'est-à-dire je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, etc. S'il y a un truc, c'est super cool, tant mieux. Et si je retrouve que les belles âmes que j'ai quittées, génial. Et s'il n'y a rien, c'est le cycle de la vie. Voilà, on est comme une plante, on arrive, on croit, on meurt, et puis après on cherche de terreau pour les autres. Finalement, on est éternel. Je pense que la métaphore de l'éternité était là. Et toi, tu vas où après cette interview ? Je vais déjeuner. Alors là, j'ai une phrase de Parisien. Je vais déjeuner avec mon éditrice. Très bien. Oui, parce que justement, tu nous le disais tout à l'heure, tu vas sortir un livre. Oui. Qui s'appelle Alors là, c'est une exclusivité que je fais à Néo. Hein. Mais c'est normal parce que Néo m'a toujours suivi. Donc je serai toujours en exclu avec Néo. C'est un livre qui s'appelle Un court moment d'éternité.
Et en fait, quand j'ai fait de la clinique de repos, ou hôpital psychiatrique, ou centre d'addictologie, qu'importe comment on l'appelle, et qu'on m'a révélé que j'étais bipolaire, j'ai commencé à bouffer du lithium et tout s'est éclairé. Et je trouve que en fait, c'est un livre de joie. Hein. Déjà, j'essaye d'être rigolo. Il y a un peu un côté vol au-dessus d'un nid de coucou. Donc j'ai rencontré des gens, et c'est ce qu'on appelle la thérapie institutionnelle, c'est-à-dire qu'on parle avec les autres à la cafette. Et j'ai passé 3 semaines à rigoler. On est vraiment dans un espace où plus personne se ment. Parce que ça sert à rien. Il y a des schémas de vie hyper forts. Et donc, les gens se débarrassent un peu de son trou de balle et on s'intéresse un peu à l'autre. C'est pas mal comme zone. Bah, écoute, on va suivre ça de près. Un court moment d'éternité aux éditions Michel Lafon. Michel Lafon, qui sortira donc en avril. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir répondu à toutes mes questions. J'ai passé un super bon moment. J'en ai appris énormément sur toi. Et nous, on se retrouve bientôt pour Sacré Français sur Néo.